Alors, bonjour à tous. Nous sommes donc dans la troisième matinale. Donc, je suis Hicham Marty, fondateur donc du site Pharmabiote, qui est un site de formation en thérapie naturelle, aromathérapie, phytothérapie, micronutrition. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Muriel Bouquier-Uzière, qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation. Muriel donc est pharmacien comme moi et donc elle vit en Angleterre. Je vais la faire rentrer tout de suite et puis on va donc entamer cette phare matinale numéro 3. Bonjour à tous en tout cas, encore une fois. Alors, hop. Bonjour. Bonjour Muriel, Hicham. merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Donc on va passer 3 quarts d'heure ensemble et puis on va commencer par parler un petit peu de ton parcours que je trouve très intéressant et inspirant, donc pour beaucoup j'espère. La deuxième partie, ça sera donc sur un petit peu ton activité, ou tes activités puisque tu en as plusieurs, de prévention sur l'alimentation santé notamment. Et puis donc de tes interventions aussi dans les écoles, parce que je trouve que c'est très intéressant comme démarche que tu as su développer en Angleterre, puisque tu vis en Angleterre. Et enfin, la troisième et dernière partie, donc ça sera un petit peu donc des questions-réponses de nos spectateurs, auditeurs, je ne sais pas comment on peut dire, que je remercie d'être là. Il y a déjà donc des personnes qui sont là. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Et puis n'hésitez pas si vous avez la moindre question sur la micronutrition, sur les formations, etc., ou à poser directement à Muriel. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Et je te remercie encore une fois d'être avec moi. Alors Muriel, première question, qui es-tu? Oui, alors bonjour à tous. Bonjour Hicham et merci beaucoup de m'avoir invité pour cette phare matinale. Donc je m'appelle Muriel Ouziel, je suis pharmacienne depuis pas mal de temps maintenant, depuis 2001. Et puis petit à petit, en travaillant dans différents secteurs, industrie, officine, à l'hôpital, en recherche aussi, euh, je me suis aperçue que le contact avec le patient était important pour moi, la partie conseil, mais aussi je me suis aperçue bien souvent qu'il y avait des personnes qui avaient des effets secondaires, qui avaient une qualité de vie altérée et qui bien souvent n'avaient pas de réponse avec la médecine allopathique. Certains avaient des ordonnances qui faisaient 2 pages avec pas mal d'interactions médicamenteuses. Et je me suis intéressée petit à petit aux médecines plus douces, à la phytothérapie, à l'aromathérapie, aussi à l'homéopathie. Et je me suis dit, je suis sûre, voilà, il y a quelque chose à faire puisqu'on voit qu'on peut leur apporter parfois du soulagement, diminuer les effets secondaires, augmenter l'efficacité du traitement. Et en parlant avec des personnes aussi, des patients, souvent je me rendais compte qu'ils avaient très peu d'informations par rapport à leur alimentation. Et j'étais surprise de voir quelqu'un qui faisait de l'hypertension. Le médecin n'avait pas eu le temps, probablement, de lui expliquer qu'il fallait quand même revoir son alimentation, ou il avait vu quelqu'un, une diététicienne ou un diététicien, mais il n'y avait pas eu vraiment de suivi derrière. Et donc, je me suis dit, mais j'ai envie de faire de la prévention. J'ai vraiment envie de pouvoir informer les gens sur le fait que notre alimentation a un fort impact sur notre santé, mais pas seulement, sur notre sommeil, sur notre humeur, sur notre niveau d'énergie au quotidien, euh, donc sur notre résistance au stress aussi. Et donc, je suis repartie faire des études à la faculté de médecine de Dijon en me disant, j'ai vraiment envie de me spécialiser dans ce domaine. C'était un diplôme universitaire de nutrition et de micronutrition. Et j'ai pris ce virage, en fait, dans ma profession. Et voilà, aujourd'hui, c'est mon métier. Je suis en Angleterre et donc je l'ai développé ici. Je l'avais développé déjà un petit peu en France avant de venir ici en 2018. Et voilà, je suis passionnée, j'aime beaucoup transmettre, j'aime beaucoup informer, éduquer à l'alimentation santé. Et c'est ce qui m'a motivée aussi à aller dans les établissements scolaires, rencontrer les enfants,
les ados et j'ai été étonnée par leurs questions, leur intérêt pour leur alimentation. J'ai été aussi, pendant le confinement, sollicitée pour organiser des petits ateliers nutrition auprès des ados. Et je me suis aperçue que, en plus, on a eu 3 confinements en Angleterre, donc ça a été quand même long, assez lourd. Et je me suis aperçue que beaucoup d'ados et de jeunes avaient perdu les repères au niveau des repas. Les parents n'avaient pas le temps de préparer un repas le midi, donc ils grignotaient dans leur chambre. Et en fait, il y avait un peu un cercle vicieux du grignotage qui s'installait. Une fatigue, des émotions négatives aussi, hein, qui, on sait, impactent notre prise alimentaire. Donc voilà, c'était très intéressant de travailler là-dessus. Et je pense aussi que le fait de leur expliquer comment fonctionne le corps, le cerveau, comment notre alimentation aussi est impactée par nos émotions. Il y a plein de choses finalement qu'ils connaissent pas forcément et qui les aident à se dire ah bah ouais, je pensais pas que mon alimentation avait autant d'impact, parce qu'on leur parle pas santé quand ils ont 13, 14 ans, 17 ans. Ils sont, pour eux, voilà, la vie est devant eux, on va pas leur parler de diabète, d'hypertension. Et c'est plus, eux, ce qui va les intéresser, c'est avoir une belle peau. Et c'est vrai que c'était intéressant, je trouve, de voir qu'ils étaient soucieux de mieux comprendre tout ça. Comment leur corps fonctionne, les neurotransmetteurs, comment je peux me sentir mieux. Et voilà, c'était une belle aventure. Alors, ok, très bien. Donc, Anthony est avec nous. Bonjour, Anthony. N'hésite pas si tu as des questions. Donc, je tutoie Anthony parce que je le connais. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, donc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu avant de revenir sur l'aspect effectivement prévention qui est très important. Et sur l'aspect, moi j'ai 2 aspects qui me plaisent beaucoup dans ce que tu dis, c'est la partie donc en officine, comment on peut effectivement, au travers des ordonnances qu'on voit tous les jours, pouvoir un petit peu orienter nos patients, parce que tu as tout à fait raison. Il y a beaucoup de patients qui, quand tu leur parles un petit peu alimentation, tu te rends compte que c'est un domaine dont on leur parle pas. Alors, on jette pas la pierre, hein, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nos amis médecins sont hyper sollicités et que voilà, mais il y a beaucoup. Je pense qu'aussi on a un espace dans l'officine où on peut effectivement, on a un temps où on peut un petit peu échanger et je pense qu'on peut aborder ces questions-là avec nos patients parce qu'elles sont importantes et notamment pour qu'elles puissent aussi être adhérents au traitement et comprendre leur traitement et effectivement pouvoir moi, je vois par exemple, donc juste un petit exemple, je vois pas mal de personnes qui demandent des produits effervescents alors qu'ils sont hyper tendus. Donc là, pour moi, c'est des choses, voilà, il faut leur expliquer, etc. Et ça fait partie un petit peu du début de l'entretien. Et la deuxième partie que j'aime beaucoup dans ce que tu proposes, c'est cette histoire c'est la prévention chez les plus jeunes. Ça, pour moi, c'est fondamental, vraiment fondamental. Et alors, j'aimerais d'abord qu'on parle un petit peu de la vie en Angleterre et puis de la pharmacie en Angleterre. Décris-nous un petit peu comment ça se passe. Nous, ici, on ne sait pas trop comment. Et puis, ça m'intéresse de savoir comment ça se passe, l'officine en Angleterre. Oui, alors c'est très différent ici, hein. J'ai été surprise la première fois que j'ai été dans une pharmacie parce que voilà, je venais acheter du sérum physiologique, hein, tout simplement. Alors, ils n'en avaient pas déjà. Et puis, je me suis assez vite rendu compte que ce sont des vendeurs, hein, à qui on a affaire. Il n'y a pas de pharmacien en direct, il n'y a pas de préparateur, préparatrice. Donc, c'est difficile d'avoir un conseil de qualité, je pense, en officine ici. Après, c'est le système de santé publique NHS, donc le médecin qu'on appelle General Practitioner, le GP, envoie directement à la pharmacie l'ordonnance. Hein, le patient n'a pas besoin d'aller, de prendre son ordonnance chez le médecin, d'aller à la pharmacie. Tout arrive à la pharmacie. Le pharmacien qu'on ne voit pas forcément, hein, qui est dans une réserve, dans un bureau, gère toute la partie ordonnance, prépare les médicaments et la personne va dans son officine, tout est prêt. En général, je ne sais pas exactement les règles de paiement, mais il ne paye pas grand-chose. Le GP ne le paye pas. Et puis, il y a certains médicaments qui payent. Après, le gros souci ici au niveau du système de soins,
c'est qu'on peut mettre très longtemps à avoir un rendez-vous chez le GP et ensuite, il ne vous garde que 10 minutes. Donc, par rapport à la France, ça fait une sacrée différence. C'est-à-dire que si une personne arrive avec plusieurs problèmes à exposer, au bout de 10 minutes, le médecin est obligé de lui dire, écoutez, madame, monsieur, je suis désolée, mais il faudra revenir pour l'autre souci. Hein. Donc voilà, donc c'est très particulier. J'ai des collègues et amis GP qui me disent que c'est très frustrant parce qu'en 10 minutes, on n'a pas le temps de creuser, on n'a pas le temps de discuter avec la personne, de l'aider vraiment, vraiment bien. Et donc, c'est pour ça qu'il est souvent critiqué comme système de santé parce que, voilà, c'est très long. J'ai vu une personne qui est en prédiabète. Elle a pu voir une diététicienne un quart d'heure et le rendez-vous qu'on lui propose, c'est dans 6 mois. Donc, c'est juste pour vous expliquer un peu. Alors, il y a une médecine un peu à deux vitesses parce que si on veut être bien suivi, bien traité, il faut aller dans le privé et ça a un coût. Hein, c'est extrêmement cher. Alors, soit les gens ont des bonnes assurances santé, ça va être un peu comme le même problème qu'aux États-Unis. Soit on a une bonne assurance et on peut se permettre d'aller dans le privé, soit on ne peut pas se permettre. Et malheureusement, on sera contraint d'attendre ces gros délais. D'accord. Très bien. Donc, effectivement, moi, ce qui m'avait frappé un petit peu en Angleterre, c'est que quand on voyait des officines, effectivement, on voyait beaucoup de choses, mais on voyait pas beaucoup de médicaments. Je voyais des pendules, je voyais des parapluies, je voyais, alors, pas trop, voilà. Donc, effectivement, c'est un autre système. Et puis, je crois qu'en plus, au niveau du médecin, ils n'ont pas le choix du médecin, si j'avais bien compris. Alors non, en fait, ce qui se passe, c'est que selon ton adresse, tu t'inscris dans une practice de GP. Donc, tu as quand même le choix entre plusieurs practices. Donc après, tu peux te renseigner un petit peu. Mais c'est vrai que quand tu prends rendez-vous, tu tombes pas forcément sur le même médecin à chaque fois. D'accord. Ah oui. Donc, il n'y a pas cette relation, je dirais, qu'on a en France parfois. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais un peu. En France, c'est en train d'évoluer, effectivement. Ouais. On est en train un petit peu quand même d'évoluer vers ce genre de pratique parce que il manque de médecins et puis il y a des régions qui sont sinistrées et il n'y a pas trop le choix. Donc, effectivement, maintenant, je pense qu'on va plutôt avoir un dossier dans un cabinet où il y a plusieurs praticiens et en fonction de la disponibilité des uns et de l'autre. Ou alors, si on veut voir un praticien en particulier, on va être obligé d'attendre. Voilà, aujourd'hui, c'est devenu un petit peu difficile à ce niveau-là. D'accord. Et donc, en pharmacie, tu m'as dit que tu travaillais un petit peu. Ça t'arrivait parfois de travailler en officine en Angleterre ou Alors, non, pas en Angleterre, parce que D'accord. je ne sais pas la date exacte, mais il y a une dizaine d'années, c'était possible en tant que pharmacien français de travailler ici en officine sans passer d'équivalence de diplôme. Ça a changé il y a quelques années. Et c'est vrai que comme moi, j'avais déjà pris ce virage dans ma profession de faire de la prévention et puis de choisir de développer des consultations en alimentation santé, micronutrition. Quand je suis arrivée ici, je ne me suis pas posé la question de passer une équivalence ou de reprendre des études parce que ce n'était pas mon souhait de travailler en officine ici. D'accord. Alors, au niveau donc de comment tu t'es fait connaître pour proposer tes services, on peut dire, en tant que micronutritionniste, en tant que personne qui propose donc de la prévention de l'alimentation santé, une fois que tu as passé ton diplôme, ton DU de Dijon, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Comment tu t'es fait connaître un petit peu en Angleterre? Parle-nous un petit peu de ça. Oui, alors ça s'est fait petit à petit. Je dirais que ça a été aussi grâce à l'école de mes enfants au départ, parce que le fait de rencontrer des parents, le bouche à oreille a fonctionné. J'ai des personnes qui m'ont dit ah bah moi j'ai un problème de poids, moi j'ai des problèmes de sommeil, moi c'est ci, moi c'est ça, et qui m'ont dit est-ce que tu accepterais de me voir, de me conseiller. Donc c'est parti de là. J'ai commencé à faire des consultations en nutrition, micronutrition. Et puis après, j'ai écrit des articles pour un magazine, l'Eco Magazine à Londres, dans leur rubrique santé bien-être.
alors avec des thèmes assez variés, hein, nutrition et longévité, les tests du microbiote, les atouts des épices. Donc là aussi, ça m'a fait connaître. Et puis, je dirais aussi un cercle de médecins. Hein, j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle ici des networking, d'aller dans des événements, hein, où on rencontre d'autres personnes qui soit développent leur activité, soit des conférences santé où j'ai rencontré des médecins. Mhm. Et donc, j'ai rejoint deux établissements. Une pharmacie française qui a une salle de consultation qui propose à des indépendants, ostéopathes, sages-femmes, kinés. Et donc, dans la nutrition, elle m'a demandé de venir faire des consultations de nutrition et micronutrition. Et un autre établissement, là, une clinique privée anglaise que j'ai rejoint depuis septembre et qui, là, propose ces deux femmes extraordinaires de GP qui veulent développer un accès aux soins pour la femme, complètement dédié à la femme. Parce qu'ici, D'accord. c'est problématique. Il n'y a pas vraiment de suivi gynécologique, par exemple. Hein. Il y a des femmes qui ne voient pas de gynéco pendant 6 ans ou 7 ans. Donc elles ont créé une clinique qui est complètement dédiée à la santé de la femme, où il y a donc quelqu'un qui fait aussi les échographies, il y a une psychologue, il y a même un personal trainer pour aider les gens aussi à perdre du poids. Et donc, elles ont à cœur de développer ça. Donc, je suis très contente d'avoir rejoint aussi cette clinique. Et D'accord. puis, je propose des consultations principalement aussi à distance, D'accord. via Zoom ou Skype. Et Mhm. j'ai fait, je dirais que ce qui m'a lancé aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'organiser au début, hein, de façon bénévole, des conférences. Donc des conférences alimentation santé. Il y a une entreprise qui m'a demandé une conférence pour améliorer la santé et le bien-être de leurs salariés. Il y a des D'accord. associations de parents qui m'ont demandé d'intervenir. Voilà, donc je dirais que ça se monte petit à petit. Au début, ça peut nous paraître très difficile. Hein. Mhm. Ça Mhm. peut, il y a des hauts, il y a des bas. On dit est-ce que je vais y arriver ou pas? Et puis je pense que D'accord. si on croit, si on aime ce qu'on fait, si on travaille beaucoup, qu'on y croit et, et qu'on est convaincu que c'est là où aussi on sera le plus utile, hein, pour les gens, pour la société, pour participer ben, je dirais si chacun à notre échelle, Mhm. hein, on essaie D'accord. d'aider les gens. C'est ce qui m'a animée en tout cas et je suis contente aujourd'hui d'avoir développé ça. Super. Alors, je vous rappelle qu'on est toujours en direct avec Muriel, donc qui est pharmacien, qui vit en Angleterre et qui donc donne des consultations donc de micronutrition, donc d'alimentation santé, aussi bien pour les adultes que pour les enfants dans les écoles. Et moi, c'est une personne que je trouve vraiment intéressante et donc que j'ai tenu à inviter aujourd'hui. On est toujours en direct avec elle, donc vous pouvez vous poser vos questions. Et merci d'être avec nous. Voilà. Donc Muriel, maintenant j'aimerais qu'on parle. Alors j'aimerais on approfondisse un petit peu donc les comment dirais-je donc les messages de prévention que tu peux passer dans les écoles. Comment ça s'organise? Est-ce que c'est plutôt le soir, plutôt dans la journée? Tu interviens? Comment ça se passe? Après on parlera donc de l'alimentation au niveau donc de l'officine. Comment nous on peut déjà aussi développer ce genre d'intervention. Oui, alors dans les écoles, ça peut être une matinée ou d'après-midi. Je rencontre souvent l'infirmière scolaire avant. Il m'est arrivé là dans une école de rencontrer c'était des CE2, donc de rencontrer leur maîtresse et puis de préparer avec la maîtresse, hein, la façon dont allait se dérouler mon intervention et l'atelier. Et c'est vrai que c'est important, on est obligé d'adapter quand même les messages, hein, à l'âge des enfants. Donc dans les petites classes, ça tourne quand même beaucoup autour de plus de quelque chose de ludique. Comment ils répondent les enfants?
Excuse-moi, Hicham, pardon. Comment ils répondent les enfants quand Ah tu bah, les... c'est très rigolo parce que je me souviens de CE2 où après j'ai eu les échos des parents. Et il y a une maman qui vient me voir et qui me dit ah bah écoute, c'est super parce que avant je lui proposais des amandes, des noisettes, de manger plutôt du chocolat noir, mais il me disait toujours non non, j'en veux pas, c'est pas bon. Et puis bah, depuis que tu es allé leur parler et que tu leur as montré un peu les différences de ce que ça apportait à leur corps et tout, bah maintenant il m'a demandé de lui acheter des petites amandes, du chocolat noir. Donc en fait, c'est là où on se rend compte que quand le message vient d'une personne extérieure, et ça bon, on le sait, hein, c'est pas nouveau, souvent ça passe quand même mieux que quand ça vient des parents, de la famille. Et, euh, et non, en fait, je me rends compte que même petit, il se pose énormément de questions sur la nourriture. J'avais plein de questions. Je pense que la partie questions était presque plus importante que l'atelier en lui-même parce que j'avais pas envie de les freiner dans leur élan et c'était super de voir qu'ils s'intéressaient vraiment. Et les ados, c'est encore autre chose. C'est d'autres préoccupations. Hein. C'est vraiment oui, je voudrais être plus fit, je voudrais avoir une belle peau, j'ai des problèmes d'acné, et ils découvrent que l'alimentation a aussi un impact là-dessus. Mhm. Soit certains le savent déjà, mais n'arrivent pas vraiment à changer leur alimentation. Et puis, je leur dis souvent, il y a zéro aliment interdit. Hein, c'est pas de leur dire, de leur faire la morale, mange pas ci, mange pas ça. Donc c'est plutôt parler équilibrage, rééquilibrage alimentaire, comment apporter les nutriments et les micronutriments dont notre corps a besoin Mhm. pour bien fonctionner, pour qu'on ait la pêche le matin, prendre déjà un bon petit déjeuner protéiné, parce qu'il y en a plein qui sautent le petit déjeuner, ou alors si on n'a pas faim quand on se lève, bah, emporter un petit sandwich avec du fromage ou voilà, un petit sandwich crudité fromage pour tenir jusqu'au déjeuner. Mais voilà, donc c'est plus, on travaille sur je dirais que les messages vont être, euh, vont être multiples. J'essaie de pas en faire passer non plus trop. Je pense que c'est plus Mhm. important d'en faire passer quelques-uns qui me semblent très importants plutôt que de les abreuver de beaucoup d'informations. Et puis pour les associations de parents, c'est plutôt en soirée. J'ai eu la chance, entre des confinements, de pouvoir y aller en présentiel. Sinon, malheureusement, c'est souvent en distanciel, quoi, en Zoom. Mhm. Ouais. D'accord. Au niveau donc je vais revenir un petit peu sur tes consultations que tu fais. Quelles sont les demandes les plus récurrentes, on va dire? Oui, alors je dirais que les demandes les plus récurrentes ici, en Angleterre, c'est surtout des personnes qui ont des troubles digestifs, Mhm. qui ont le syndrome de l'intestin irritable, IBS, hein, on appelle IBS ici. Beaucoup de personnes qui souhaitent perdre du poids mais qui n'y arrivent pas parce qu'ils font des régimes restrictifs Mhm. et donc leur poids fait yo-yo hein, pendant des années et ils ont envie que ce soit bah, voilà, durable, hein, Mhm. perdre ces kilos sur le long terme, donc ils ont envie d'apprendre à mieux manger. Après, je vois pas d'enfants petits, hein, je vois vraiment que ados et adultes. Je dirais après, c'est des personnes qui ont des pathologies chroniques, donc diabète Mhm. principalement et maladies cardiovasculaires, et qui souhaitent là aussi apprendre à adapter leur régime alimentaire à leur pathologie bah pour optimiser, hein, je dirais, parfois diminuer leur traitement si jamais c'est possible. Et ça, on le fait de concert avec leur médecin, bien sûr. Hein, je ne fais pas Tu toute seule. envoies un compte rendu à chaque fois Oui. au médecin? D'accord. Alors, ça dépend. Si c'est un médecin dans le privé, c'est beaucoup plus simple. Dans le système NHS public, là, c'est plus compliqué. Soit j'arrive à rentrer en contact avec le médecin, soit j'y arrive pas. Et je dis à la personne, discutez-en avec votre médecin. D'accord. Quels sont les messages que tu passes au médecin suite aux entretiens?
Alors, si c'est un médecin que je connais un petit peu, on discute ensemble des tests de labo qui seraient intéressants à Mhm. réaliser. Par exemple, Est-ce que sont ici, pris en charge les tests en non. Angleterre? Non, Aucun? alors très peu. Le D'accord. médecin généraliste va faire vraiment la batterie de tests, mais très classique. Mhm. Et si on demande des tests un peu plus poussés, techniques, comme le dosage de l'homocystéine, Mhm. là, c'est pas du tout pris en charge et c'est très cher, hein. D'accord. Donc, il y a aussi le côté budget où la personne aura pas forcément les moyens de faire ces tests. Alors après, comme je vois aussi des gens de la communauté française, nombreux sont ceux qui préfèrent faire les tests en France. Mhm. Ils les payent, mais c'est 2 fois moins cher qu'ici, D'accord. même en les payant et même en n'étant pas pris en charge. Tu as parlé du test de Euh, l'homocystéine. Est-ce que tu pourrais nous éclaircir un petit peu, s'il te non, mais plaît? c'est en fait, on le dose pour. C'est un indicateur sur les risques de maladies cardiovasculaires. Mhm. Et c'est vrai que c'est intéressant de connaître cet indicateur, mais c'est rarement, voire jamais fait ici. Je pense que c'est de D'accord. plus en plus fait en France, de plus en plus Mhm. connu. Voilà, c'est lié au statut en vitamine B9, en vitamine B12. Et donc, c'est un indicateur qui est précieux. Après, il y a le coenzyme Q10, le sélénium, le zinc. Souvent, j'aime bien voilà, Mhm. avoir des renseignements sur les statuts en micronutriments. La Et vitamine puis, D? la vitamine D et la Ouais. ferritine qui sont C'est ce que je souvent venais de dire. Je venais de dire la vitamine D, oui, la d'accord. vitamine D. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on est dans un pays où, voilà, chez nous, il fait encore bien nuit. Il Mhm. fait nuit à 4 heures, hein, l'après-midi. Mhm. Donc, tout l'hiver, je dirais que tous les gens que je vois ont un taux de vitamine D qui est vraiment très, très bas. D'accord. Et il n'y a pas de supplémentation systématique. Il me semble qu'en France, ça fait quand même plusieurs années Mhm. que les médecins prescrivent de la vitamine D aux adultes, aux enfants. Et ici, je suis surprise parce que je vois plein de gens qui ne le font pas. Surtout quand on connaît le rôle, pour revenir un petit peu à la situation actuelle, que peut jouer la vitamine D sur la prévention de la Covid, hein. Donc Bien sûr. aujourd'hui, Ouais, je pense que c'est un secret pour personne ouais. qu'un taux de vitamine D optimal pour prévenir la Covid-19 est absolument indispensable. Et alors effectivement, tu as raison, en France, on supplémente beaucoup plus. La seule chose, c'est que il faut peut-être commencer un petit peu à améliorer les choses, c'est-à-dire que déjà au niveau donc des recommandations, elles sont aujourd'hui euh, pas suffisamment importantes. Donc Oui, c'est-à-dire que les médecins, donc l'ordre des médecins a émis donc un avis pour réévaluer un petit peu les taux de vitamine D qu'on va donner ou qu'on peut proposer euh, aux personnes. Et puis, il y a une supplémentation, enfin, du moins, les produits qui sont remboursés, ce sont des produits à forte dose qu'on va donner oui. sur 3 mois. Mais le problème, c'est qu'on sait aujourd'hui que ces fortes doses, eh bien, au bout de 15 jours, il y a malheureusement, l'organisme, il fait son travail. La vitamine D ne se conserve pas, comme tu le sais. Et donc, l'organisme, le foie, il dit, oh là là, il y en a trop, j'en ai pas besoin, j'enlève. Et donc, du coup, la supplémentation en vitamine D, quand on doit la faire, elle doit être plus au jour le jour. Ça, Ouais. c'est beau, c'est très important. Mais c'est vrai que on a quand même la chance d'une supplémentation, même si elle n'est pas parfaite, elle existe. Par rapport à ce que tu me dis, effectivement, on ne devrait pas se plaindre. Voilà. Non, non, je pense qu'en Ok. en France, au niveau santé, effectivement, Là-dessus, on est- effectivement, on a quand ouais, même, ouais, tout à fait. Ok, donc, alors, donc au niveau donc comment dirais donc des entretiens qu'on pourrait faire en officine. Donc, donc il faut d'abord se former. Donc, c'est ce que tu as fait. Et tu me dis que effectivement, et tu as raison, il y a beaucoup de personnes qui prennent beaucoup de traitements et qu'on peut les aider donc on peut les aider comment? C'est-à-dire soit à améliorer le traitement, soit comment dirais-je, avec l'alimentation. Comment l'alimentation va les aider dans leur maladie chronique. On parle bien sûr beaucoup parce que ça explose, hein, des diabétiques, des hypertendus, etc. Et souvent, et tu as tout à fait raison, c'est l'alimentation qui prime. Alors, comment amener ça sur un entretien ou
ou au travers d'une ordonnance, selon toi? Alors, je me souviens quand j'étais à l'officine, j'essayais effectivement, quand quand on avait le temps, hein, qu'on pouvait se poser un petit peu avec la personne. Déjà, quand je voyais quelqu'un arriver avec beaucoup de médicaments, c'est vrai que j'essayais de comprendre à quel moment elle les prenait, si c'était pendant, dehors des repas, et j'essayais de lui réexpliquer, hein, que ça avait vraiment une importance. Donc, on revoyait ensemble comment les prendre, à quel moment de la journée, puisque on sait que ça a un impact, hein, sur l'efficacité du traitement, ça a un impact sur les effets secondaires. Et j'essayais d'amener le fait que la façon dont ils allaient s'alimenter allait aussi impacter. Par exemple, un exemple, tu viens de parler de la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble. Si on la met dans un verre d'eau, voilà, on va en perdre beaucoup. Donc, de leur dire de le prendre au petit déjeuner dans une petite cuillère, mais au cours d'un repas, on l'assimilera beaucoup mieux. J'ai eu la semaine dernière une dame de 86 ans, très, très intéressée par l'alimentation et la santé, qui m'a épatée parce que elle faisait plein, plein de choses bien. Le problème, c'est qu'elle avait 15 compléments alimentaires. Oula. Et il y avait des interactions entre ces compléments. Et elle avait des effets secondaires parce qu'il y avait des compléments qu'elle prenait le soir, qu'il fallait prendre le matin. Et c'est là où on voit, hein, que même, alors les médicaments c'est sûr, mais même les compléments alimentaires, on ne peut pas les utiliser n'importe comment. Il faut être formé à ça. Et puis, voilà, bien expliquer à la personne. Et puis, je pense que 15, c'est juste pas possible. Il y a un moment donné où il faut aussi voilà, privilégier ceux qui vont être le plus importants, hein, pour le bien-être, pour la santé des personnes. Mais et je dis souvent aux gens, surtout, ne faites pas votre marché quand vous allez acheter des compléments alimentaires. C'est pas anodin. La phytothérapie n'est pas anodine. Anthony, donc je sais que vous êtes là ce matin. L'aromathérapie, c'est pareil. Les huiles essentielles, il y a plein de précautions d'emploi. Et je trouve que souvent, les gens ne pensent pas forcément au risque qu'il peut y avoir derrière. Mais pour revenir à ta question, oui, je pense qu'une fois que la confiance est installée avec les patients, ils se livrent de plus en plus aussi sur leur rythme de vie. Hein, ceux qui font zéro activité physique et qui sont très endoloris, donc qui pensent que de faire de l'activité physique, ça sera Alors, pire. Anthony donc acquiesce, hein, donc on reviendra sur l'aromathérapie un petit peu tout à l'heure, ouais, tout à fait. D'accord. Merci Anthony. Juste, vous pouvez poser vos questions, hein. On est là, on discute entre nous, on essaie donc de vous exposer un petit peu ce que fait Muriel, etc. C'est très intéressant, mais vous pouvez participer, hein. Il suffit donc de poser, si vous avez des questions, si vous voulez participer, c'est avec, j'en profite encore une fois pour vous le dire, c'est avec grand plaisir. Donc, merci déjà d'être avec nous ce matin. Pour ceux qui prennent le petit déjeuner, bon appétit. Et puis voilà. Muriel, je te laisse reprendre sur ce que tu disais. Oui, non, je repensais à ta question, comment amener en officine le sujet de l'alimentation. Je pense que ça se fait assez naturellement, en fait, parce que quelqu'un qui vient pour une infection urinaire, on va forcément parler de l'hydratation et de l'alimentation. Quelqu'un qui vient pour une pathologie cardiovasculaire, ça va être assez facile aussi de dire, voilà, dans votre alimentation, l'alcool, etc., d'engager la conversation là-dessus. Et je pense qu'il y a toujours un moyen d'amorcer la discussion. Et je pense que les gens apprécient énormément et prennent conscience et se disent ah oui, j'y avais pas pensé, ou alors j'aimerais bien en savoir plus. Et ça me paraît important, mais je le fais même parfois dans des discussions avec des amis ou dans des networking où ça vient spontanément, où quelqu'un me pose la question qu'est-ce que tu conseillerais? Là, je fais beaucoup de sport, je fais des entraînements intensifs. Après, je ne suis pas spécialisée dans la micronutrition du sportif, mais il y a quelques petits conseils, voilà, qui peuvent aider. Et mais je pense que ça peut venir assez naturellement au comptoir en officine.
D'accord. Alors Anthony donc nous dit qu'effectivement, il y a beaucoup à apprendre sur le bon usage des compléments alimentaires. Alors effectivement, il faudrait presque, je me demande si je ferais pas une émission, si ça continue, si je continue, sur les compléments alimentaires, parce que c'est effectivement, tu as tout à fait raison Anthony, quelque chose qui est vraiment pertinent, parce que je pense que la micronutrition, l'aromathérapie, phytothérapie, ce sont donc des thérapies naturelles qui nécessitent effectivement l'adaptation à la personne. Ça, c'est très important. Non seulement elles vont travailler sur l'ensemble de la personne, mais elles vont travailler aussi spécifiquement. Et donc, effectivement, il faut que, comme tu as dit, tu as très bien dit, les personnes, il ne faut pas qu'elles fassent leur supermarché, leurs courses, en croyant qu'il suffit d'ajouter tel complément avec tel complément. Anthony dit, y compris en association avec les médicaments. Effectivement, Anthony, tu as tout à fait raison. Et justement, notre atout, nous, professionnels de santé, pharmaciens, préparateurs en pharmacie et autres, c'est que nous, justement, on connaît les médicaments. Donc, on sait que eh ben, les interactions entre tel et tel médicament et telle plante ou tel et tel micronutriment peuvent être délétères. Donc, effectivement, la première chose, c'est quand même d'apporter un plus à notre patient et non pas le contraire. Donc, et c'est vrai que engager la discussion est quelque chose donc de très important à ce niveau-là. On parlait donc effectivement de l'aromathérapie. Alors, je ne sais pas si en Angleterre c'est comme ici, mais ici en fait on trouve des huiles essentielles partout, dans tous les circuits. D'ailleurs de plus ou moins bonne qualité. Donc on peut en reparler aussi déjà de la qualité. Mais c'est surtout que malheureusement dans certains circuits il n'y a aucun conseil. Et quand il y en a, ça peut être des conseils dangereux. Ça m'est arrivé d'avoir des huiles essentielles dermocaustiques qui ont été conseillées à des personnes. Donc, est-ce que c'est le cas aussi en Angleterre? Comment ça se passe? Ah oui, je dirais que c'est pareil ici, hein. Tu vas dans des pharmacies, tu vas dans des magasins spécialisés en compléments alimentaires. Les gens pourront aussi faire leur marché pour les huiles essentielles. Et quand moi je suis allée en acheter, la personne ne savait pas me renseigner, hein. Donc si moi je n'avais pas connu les précautions d'emploi, j'aurais pu faire n'importe quoi. Et je trouve, excusez-moi, je trouve que ça, c'est effectivement très, très préoccupant de se dire qu'il peut y avoir un mauvais usage, mais donc des effets négatifs quoi, sur la santé, là, pour le coup, si on ne les utilise pas comme il faut. Oui, oui, tout à fait. Donc, au niveau de la prévention et de l'alimentation, alors qu'est-ce que tu préconiserais? Ah oui, j'aimerais d'abord qu'on parle un petit peu. Donc, tu l'as évoqué, d'un phénomène important. Donc, quand tu parlais de protéines le matin, donc en fait, c'est de la chrononutrition. Donc, nous expliquer un petit peu. Donc, qu'est-ce que la chrononutrition? En quoi ça consiste exactement? Oui, alors j'étais contente parce que récemment, je suis tombée sur un article anglais qui parlait de chrononutrition. Donc j'ai l'impression que c'est une notion qui fait son petit bonhomme de chemin hein, dans les différents pays. Et donc en fait c'est assez simple. On a des horloges biologiques, on synthétise des enzymes, des hormones, des neurotransmetteurs dans le cerveau à certains moments de la journée. Et beaucoup d'études ont montré que apporter certains nutriments et micronutriments à certains moments de la journée, impacter en fait impacter notre bien-être, notre santé, parce que agissait sur ces réactions chimiques dans notre corps. Et pour prendre l'exemple du petit déjeuner, si on apporte des protéines, on apporte un acide aminé, la tyrosine, qui va participer à la synthèse d'un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine, qui est notre starter de la journée, qui nous donne de la motivation, de l'entrain. Et c'est sûr que si on prend un petit déjeuner basé sur des sucres, et des sucres rapides, on n'aura pas la même production de dopamine et surtout, on induit des pics d'insuline, d'accord, qui font qu'une heure et demie après, on est en hypo, on a encore faim, on a envie de sucre, etc. Donc, un petit déjeuner protéiné, c'est vraiment l'option gagnante. On s'est rendu compte aussi qu'en mangeant
un petit déjeuner protéiné vraiment conséquent, ça évitait les fringales et ça équilibrait les repas de la journée. Ça équilibrait même le déjeuner, le dîner. Et donc, je trouve que quand on commence à mieux comprendre les mécanismes biochimiques, de se dire la première partie de journée, si j'apporte des protéines, mon corps les utilise à bon escient pour faire du muscle, de la masse maigre. Deuxième partie de journée plutôt consacrée aux glucides, alors pas n'importe lesquels bien sûr, glucides complexes, lents, etc. Mais je trouve ça passionnant en fait de comprendre que notre corps a besoin effectivement qu'on lui apporte la micronutrition. Finalement, ce sont des micronutriments qui sont des cofacteurs de réactions chimiques. S'ils ne sont pas là, si on manque de fer, si on manque de certaines vitamines B, c'est pareil, nos neurotransmetteurs peuvent pas être produits de façon correcte. Le microbiote, j'en ai pas parlé, mais toi, tu es spécialisé dans le microbiote. Et c'est pareil, apporter des aliments qui favorisent nos bonnes bactéries. On sait aujourd'hui que notre microbiote a un rôle clé sur notre santé, sur la prévention aussi de maladies. Et donc, ça va être aussi très intéressant de travailler sur alimentation et microbiote. Tout à fait. Effectivement, j'ai lu ton article hier qui est vraiment intéressant sur ce que tu as fait donc sur l'analyse du microbiote, qui est aussi quelque chose qui se développe beaucoup en France. Je pense en Angleterre, c'est pareil. Est-ce que justement, en parlant de cette donc tu m'as branché sur le microbiote. Alors maintenant, ça va être difficile de me faire décrocher. J'aimerais savoir, donc effectivement, alors déjà, tu as tout à fait raison. Un bon microbiote, c'est extrêmement important. On s'en rend compte un petit peu de plus en plus tous les jours avec toutes les publications qui sont pléthoriques sur le sujet et toutes les découvertes qu'on n'arrête pas de faire. Avant, on pensait que le tube digestif, c'était juste un tube à travers lequel passaient les aliments et qui, ma foi, servait juste à la digestion et puis ça rentrait d'un côté, ça sortait de l'autre, etc. Et puis terminé. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un petit peu beaucoup plus complexe que ça et qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses très importantes au niveau de ce microbiote. Et donc, pour terminer, on va parler un petit peu donc, de l'analyse du microbiote. Est-ce que c'est quelque chose que tu proposes et est-ce que c'est quelque chose qui se développe aussi en Angleterre, tout comme ici en France? Alors, j'ai été surprise ici de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui commandent des tests, qui se disent je vais tester. C'est des tests qu'ils reçoivent chez eux, soit avec un petit prélèvement sanguin, soit prélèvement de sel, et qui renvoient au labo et ils ont les résultats. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on a l'habitude de faire en France, par exemple. Et les tests du microbiote, je sais pas si c'est si développé que ça ici. Ça m'est arrivé de le proposer 2 fois. Mais voilà, il en existe beaucoup. J'avais été approchée par un laboratoire, excusez-moi, qui en fait un. Et donc, j'avais une formation sur ce test. Parce que je pense que là aussi, c'est important d'être formé. Formé à interpréter les résultats, etc. Mais là encore, ce sont des tests qui coûtent très cher. Il faut qu'il y ait un réel intérêt, je pense, pour la personne à le faire. Parce que sinon, c'est de l'argent. Alors, Voilà. quel genre d'intérêt pour avoir une personne pour faire ce genre de test, justement? Alors, je pense que c'est parmi les indicateurs, c'est la perte de diversité au niveau du microbiote qui est intéressant. Et après, de rééquilibrer via des conseils alimentaires avec des produits fermentés qui apportent des probiotiques ou des fibres prébiotiques. Et puis, ça permet parfois d'aiguiller un peu sur le choix de la souche probiotique si on le prend en complément. Après, je pense que je me souviens d'un chercheur sur le microbiote quand je faisais mon diplôme universitaire à Dijon, qui nous disait on n'en est qu'au début. Il y a encore plein de choses à apprendre. Et je me souviens que suite à sa conférence, j'avais pris un peu la mesure, effectivement, on a l'impression de savoir déjà beaucoup de choses, mais en fait, il y a tellement... Oui. Quand on parle de psychobiotiques, de probiotiques qui seront... de bactéries qui pourront aider au niveau des traitements contre la dépression. Voilà, je pense que le futur nous le dira, mais il reste pas mal de choses à découvrir.
Eh bien, on va rester sur cette belle parole, donc le futur nous le dira. Alors effectivement, alors tu as parlé de probiotiques, postbiotiques, etc. Donc des notions sur lesquelles on reviendra, on fera une émission spécifique là-dessus. Muriel, je te remercie infiniment d'être venue avec moi aujourd'hui pour cette phare matinale sur l'alimentation, santé et la prévention. Je pense qu'on a quand même évoqué pas mal de choses sur ton activité de tous les jours. On retiendra essentiellement surtout que la formation est très importante. Et puis, on retiendra aussi tout ce que nous a dit Muriel et tout ce qu'elle a voulu avoir la gentillesse de nous partager aujourd'hui. Je sais qu'il est aussi tôt chez toi, donc merci encore une fois. Je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup, Hicham, et merci Bonne à tous. journée. Merci en fait à tous. Merci d'avoir été là. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bonne journée, merci. Au revoir, Myriam. Au revoir.